Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie, ça va bien? Ça va très bien, comme tous les vendredis, le club de la presse média avec aujourd'hui Sébastien Barquet, journaliste à Télé Loisirs. Bonjour, je ne sais pas s'il est là, Sébastien. Et Romain Digita qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Journaliste, critique série au Journal du Dimanche et à Téléstar. Une sommité des séries. Comme vous y allez. Oui. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de séries. On est parfois devant la télé à essayer de trouver une bonne série. Donc vous allez pouvoir nous en conseiller. À 11h moins le quart, Gérard Collard et les livres. Et on commence tout de suite par votre question du jour, Gilles. Notre question du jour est liée à la thématique qu'on va avoir, puisqu'on va vous conseiller et vous parler de séries. Puis on s'est demandé si finalement les meilleures séries ne se trouvaient pas sur les plateformes plutôt qu'à la télévision. Alors on vous a posé la question. Vous pouvez réagir sur le compte Twitter de Sud Radio. Est-ce que les meilleures séries sont-elles sur les plateformes? Vous êtes partagés sur notre compte Twitter. 56% oui, 44% non. Vous pouvez aller donc débattre sur notre compte Twitter de ce sujet dont on abordera avec avec nos invités. Voilà. Donc voilà. Mais en tout cas, vous en pensez quoi, vous? Je crois qu'il y a du très bon et du très mauvais sur les deux. Oui, il faut fouiller un peu. Mais c'est vrai qu'il y a une profusion aujourd'hui de choses sur les différents catalogues qui sont proposés et qu'on a un petit peu de mal à s'y retrouver. Et puis il y a des choses qu'on voit sur les plateformes en France, mais qui en fait viennent de chaînes classiques à l'étranger. Par exemple This Is Us en France, c'est sur Canal, donc c'est payant, mais aux États-Unis c'est gratuit. A Million Little Things, qui est sur Salto aux États-Unis, c'est sur une grande chaîne hertzienne gratuite. Donc voilà, ça dépend en plus sur quel pays, avec quel angle de vue on regarde ça. Ouais. Et puisqu'on parle de séries à la télévision et pas sur une plateforme, on peut noter hier le grand succès des 2 derniers épisodes de La Promesse, Valérie, qui ont fait plus de 7,5 millions, qui a été un succès. Carton. Quand on regarde, c'est toujours au-dessus de 5 ou 6 millions, qui a été un carton incroyable. Vous l'avez regardé, Romain? Eh bien non, je ne fais pas partie des 7 millions, parce que comme vous l'avez dit au début de cette émission, il y en a tellement. Celle-là, je suis honnête, je vous l'avoue en direct sur Sud Radio, je n'ai pas eu le temps de la voir. Voilà. Sébastien Barquet, vous êtes avec nous? Oui, je suis là et moi j'ai bien regardé du coup La Promesse et j'ai pu la savourer en fait sur Salto en avant-première. Moi j'ai pas attendu la diffusion sur TF1. Vous n'avez pas été déçu par la fin? Non, pas plus que ça, j'avoue que moi je m'attendais à une autre fin. J'ai trouvé que la fin était un peu ratée pour tout vous dire, mais moi j'ai bien aimé. Bon, écoutez, en tout cas c'était une très bonne série et bravo à Sophia Saïdi qui a vraiment fait une performance d'actrice formidable. Allez, on passe au zapping. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Le son est un petit peu fort dans mes oreilles. On se retrouve donc pour commenter l'actualité dans un instant. On a Romain Digita, journaliste et critique série au Journal du Dimanche et à Téléstar, et Sébastien Barquet, journaliste à Télé Loisirs. Alors Gilles, on va passer effectivement au zapping. Sud Radio 10h midi média, l'instant zapping. Valérie, Romain, Sébastien, nous sommes le 19 janvier 2020, j'ai bien dit 2020. Il est 20h, c'était il y a à peu près un an, jour pour jour. Le journal de France 2 ouvrait sur un drôle de petit truc en Chine. La une, question sur un virus et sur les zones d'ombre qui l'entourent. Direction la Chine qui est confrontée dans la province du Wuhan à une mystérieuse infection pulmonaire. À l'hôpital de Wuhan où le virus est apparu, ici on soigne 62 patients infectés par le virus. 2 personnes sont mortes. Les malades présentent des symptômes de pneumonie. Malgré des mesures drastiques, les autorités chinoises se veulent rassurantes. Avec les mesures mises en place, nous allons empêcher l'épidémie de s'étendre. Ça fait drôle d'écouter ça, c'était il y a seulement un an. Et un an après, jour pour jour, comme il l'avait fait pour les hôpitaux, actuellement en Chine, les Chinois construisent en urgence des maisons pour isoler obligatoirement les gens atteints du Covid. C'est une sorte de camp de Covid. Bienvenue dans l'isolement à la chinoise. 3000 maisons en construction en un temps record. Les ouvriers travaillent jour et nuit pour construire ces maisons qui vont accueillir des cas contacts. Vous voulez voir l'intérieur de ces maisons? C'est tout confort, enfin presque. Chaque espace fait 18 mètres carrés. Là, vous avez un aperçu des sanitaires. Il y a la télévision, Wi-Fi, la 5G également. Bon, il y a la 5G, tout va bien, dans 18 mètres carrés. Mais en effet, ils sont en train de construire. Les images sont assez impressionnantes. C'était sur BFM. Alors, est-ce que vous avez regardé Envoyé spécial hier, Valérie? Dans Envoyé spécial hier, il y avait Cindy, c'est une retraitée pro-Trump qui a fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux sociaux. Alors, il faut dire qu'elle est très mesurée, parce que si Donald Trump n'a plus Twitter pour lui parler, elle est persuadée que Donald va trouver un moment pour lui parler. Là, j'ai mes talkie-walkie pour communiquer avec mes amis. Ça marche à plus de 50 km. Il paraît qu'ils vont tout couper. La télévision, les téléphones.
il va y avoir une panne d'électricité géante et le président ne s'adressera à nous que grâce à un système de communication d'urgence. Cindy a accumulé des vivres pour tenir plusieurs semaines sans sortir, convaincue d'une guerre civile imminente. J'ai du papier toilette, du riz, des conserves, des lentilles. Ces Trumpistes extrêmes sont des survivalistes. Un lapsus qui, oui. Non. Regardez le reportage, il est assez étonnant. Ils ont été rencontrés des Trumpistes extrêmes. Et évidemment, je ne fais pas d'amalgame avec ceux qui aiment bien les Trump. Un lapsus peut être révélateur. Hier, en tout cas, on a eu une preuve que Cyril Hanouna ne pense pas forcément qu'à C8. En direct, il est 18h41, vous êtes sur M6. Vous êtes sur M6. Là, demain, tout le monde va dire... Ça y est, il y a un transfert. Vous avez remarqué que Jean Castex, c'était un peu Louis de Funès. Hein. Rappelez-vous l'épisode Où sont mes lunettes. Des amoureux du comédien ont imaginé un dialogue entre De Funès et Olivier Véran. C'est un petit bijou. Comment vous sentez-vous ? Je présente des symptômes. Comment vous sentez-vous ? J'ai de la fièvre, je tousse. Il tousse, il crache sur lui, il tousse, il crache sur lui, voilà. Voire j'ai perdu l'odorat. Comment ? L'odorat. Le nez. Je m'inquiète. Détendez-vous, souriez. Faites comme si je vous annonçais une grosse augmentation. J'appelle mon médecin généraliste. Allô ? Allô, docteur ? Qui me fait une prescription. Dites, est-ce que vous pourriez pas me mettre tout ça sur un papier ? Et ça, c'est où ? Ça, c'est sur YouTube, évidemment, que je l'ai trouvé. Il y a un site de fans de Louis de Funès qui ont monté, évidemment, des extraits de Louis de Funès avec Olivier Véran. C'était plutôt bien fait. Hein. Plutôt bien foutu. Donc voilà. Alors, on est vendredi, on sourit, madame. Voilà, ben oui, nous sourions. On se détend, comme dirait De Funès. Vos coups de cœur, vos coups de gueule, Romain, Nigita ? Alors moi, c'est pas un coup de cœur, c'est un coup au cœur, on va dire, puisqu'on a appris cette nuit la disparition de deux figures de la télévision et du cinéma. Alors la plus connu de ces deux figures, c'est Rémi Julien, évidemment, le cascadeur qui a participé à de nombreux films de Belmondo, et les James Bond, période Roger Moore, Timothy Dalton, avec la fameuse course-suite en camion à la fin de Permis de tuer, qui est un truc absolument dingue. Et puis l'autre personne qui est moins connue, qui est une actrice qui s'appelle Mira Furlan, qui est décédée à l'âge de 65 ans. Les fans de science-fiction la connaissent pour une série des années 90 qui s'appelait Babylone 5, qu'on avait vu sur Canal+ à l'époque. Et on l'a revue également dans Lost, où elle jouait un personnage de française qui s'appelait Rousseau. Et voilà, on l'a également perdu cette nuit. Donc voilà, petite tristesse en ce qui me concerne. Non, mais c'est avec Rémi Julien, personnage extrêmement important, grand talent, effectivement, pour toutes les cascades du cinéma français. Oui, il a inventé des techniques aussi qui ont été utilisées. C'est un des premiers à avoir utilisé les cartons pour pouvoir réceptionner les voitures et amortir les chutes. Il a inventé plein de techniques. C'était un grand monsieur du cinéma. Donc c'est un coup de cœur quand même. Sébastien Varquet ? Oui, moi, coup de gueule, je vais faire dans le registre de la disparition aujourd'hui. On est le 22 janvier et il y a une émission qui va tirer sa référence aujourd'hui. C'est laquelle ? Vous n'avez pas une petite idée tous les deux ? C'est sur France 3, moi aussi, c'est sur France 3. C'est la fin d'une émission avec Cyril Ferraud. C'est la dernière de... Deux personnes n'y avaient pensé. Donc l'émission, elle tire sa révérence pour la deuxième fois. Et moi, je suis déçu parce que c'est un jeu que j'aime bien, surtout que j'ai jamais vraiment compris les règles, qui étaient un peu compliquées, mais c'était un jeu qui fonctionnait plutôt bien, notamment en termes d'audience. Et voilà. Il y a une explication ou pas ? L'explication officielle, c'est que du coup, ils veulent rallonger le créneau d'info de 19h, donc il commence un petit peu plus tôt désormais, je crois que c'est à 18h50. Puis l'autre explication, c'était, rappelez-vous, il y a quelques temps, France 3 voulait supprimer, ou France Télévisions voulait supprimer des jeux de sa grille. Et là, on avait beaucoup parlé à l'époque des chiffres et des lettres, et je pense que ça s'est joué entre des chiffres et des lettres et personne n'y avait pensé, sauf que des chiffres et des lettres coûtent moins cher à produire. Et je crois que le 19-20 va être à 18h30 même. Et que du coup, avant Question Parents à Champion va changer d'horaire dès lundi prochain, monsieur. Oui, c'est ça. Tous les programmes sont avancés en fait, pour pouvoir laisser un peu plus de place à l'info sur France 3. Place aux régions. Moi, je peux avoir le même coup de gueule que la semaine dernière, à savoir les émissions de variété de France Télévisions où il y a du public et c'est comme une salle de spectacle. Alors les gens sont effectivement masqués, sauf que ils sont très nombreux. C'est comme une salle de spectacle, donc on interdit les spectacles, mais on laisse les chaînes de télé produire des émissions avec du public. Vous allez voir samedi Symphonie qu'on a reçu Yvan Cassard et ils sont au théâtre du Châtelet et il y a du public dans la salle. Donc moi je voudrais qu'on m'explique comment c'est possible. Ça me paraît pas très cohérent. Je sais pas ce que vous en pensez. Sébastien, vous aviez remarqué ça ?
Oui, on le voit. Il y a parfois une petite distanciation quand même dans les. Pourquoi on peut pas le faire dans ce cas-là dans les salles de spectacle? Enfin, je veux dire, faut être cohérent. Je suis bien d'accord. Et sur TF1 aussi, il y avait la chanson. Je sais pas si c'était tourné avant ou pas. Alors, de mémoire, la chanson secrète, ça avait été tourné, si je me trompe pas, à la rentrée en septembre. Bon, il y avait des mesures en septembre. Il y avait des mesures. Les spectacles devaient démarrer à 18h et autres. Gilles. Alors moi, c'est un coup de gueule sur Disney+, qui a annoncé que les dessins animés, passent sous contrôle parental. Pourquoi ? Parce qu'il y a de grands classiques de Disney qui seraient racistes. Alors depuis plusieurs mois, la plateforme de streaming met un avertissement devant certains films. Alors les films concernés, Valérie, c'est les Aristochats. Alors pourquoi les Aristochats ? Parce qu'il y a un chat siamois qui est représenté avec des yeux bridés. Et qu'il est méchant. Il y a Peter Pan. Vous savez pourquoi dans Peter Pan ? Les peaux rouges. Les peaux rouges, exactement. Et il y a Dumbo. Vous savez pourquoi Dumbo ? C'est les corbeaux. C'est les corbeaux qui sont une caricature raciste des Afro-Américains. Alors jusqu'à présent, ces programmes étaient précédés d'un message qui prévenait. Alors le message, je l'ai noté, c'est des représentations datées ou un traitement négatif des personnes et des cultures. Il précise d'ailleurs que plutôt que de supprimer ce contenu, nous tenons à reconnaître son influence néfaste. C'est ce qu'il y a écrit juste avant ces films. Eh bien, Disney Plus a annoncé un autre palier. Aujourd'hui, Peter Pan passe sous contrôle parental. Il faut le numéro d'un code, vous savez, pour pouvoir lire ces films sur Disney Plus. Si vous n'avez pas ce code, vos enfants n'auront pas accès à Peter Pan, n'auront pas accès aux Aristochats. Romain Nugita, ça vous... le fait qu'il y ait un avertissement pour dire en effet c'est un peu daté, mais que ça n'empêche pas de voir le film, ça pourquoi pas. Là, le contrôle parental, je trouve ça un peu too much. Je le comprends quand c'est des films d'horreur ou des films à caractère érotique ou autre, mais là c'est un peu beaucoup. Il faut quand même savoir que Disney, ils ont un problème avec un film qu'ils ne distribuent plus du tout depuis 30 ans, un dessin animé des années 40 qui s'appelait Song of the South, qui parlait de l'esclavage, mais d'une manière très, très problématique, vraiment caricaturale. Et là, il est dans le coffre-fort de Disney, on ne le verra plus ni en DVD, ni à la télé, ni jamais, même avec code ou pas code. Ouais, mais là, les yeux bridés des Siamois, c'est... les peaux rouges, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est la fin des dessins animés aussi. De la caricature. Ou de la caricature. Mais c'est vrai qu'il y a... Parce que les chats qui font du piano, ça n'existe pas non plus. Donc, voilà, il faut avertir les enfants. On pourrait dire que des pianistes se sentent offensés d'être représentés par des chats qui font du piano. Ou La Belle et le Clochard aussi. Tout ça, c'est du dessin exagéré. Vous avez aussi, hier, il y avait une émission sur France Culture que je n'ai pas écoutée, mais je l'ai vu reprise sur les réseaux sociaux avec un sociologue. Parce qu'il y a des sociologues qui travaillent sur les dessins animés qui expliquaient que Babar, c'était l'illustration du colonialisme. Donc, on va peut-être assister aussi à un avertissement moins de 18 ans pour pouvoir regarder Babar. Et je ne sais pas si les plus de 18 ans auront envie de regarder Babar. Justement, ce sera encore autre chose. Alors, on va parler des... Gilles, non, c'était votre coup de gueule. On va parler des séries à ne pas manquer. Qu'est-ce qu'il y a à voir, Romain Nigita ? Il y en a tellement, mais je vous ai fait une petite sélection. Votre sélection. Alors, sur Salto, vous savez, cette plateforme lancée par les chaînes françaises sur lesquelles il y a beaucoup de bon contenu, si on cherche un peu. Il y a une série américaine qui était quasi inédite en France qui s'appelle A Million Little Things, 1 million de petites choses. Si vous avez aimé This Is Us, vous adorerez cette série-là. C'est un peu This Is Us, mais au lieu de parler de la famille, ça parle de l'amitié. C'est l'histoire de 4 couples adultes, femmes, enfants, etc. Et il arrive quelque chose de terrible à l'un d'entre eux. Je vous dis pas quoi, mais c'est dès le premier épisode. Et à partir de là, on va voir un peu les conséquences de cet événement tragique. Mais c'est pas du tout une série larmoyante. Il y a un côté feel good, même si ça aborde des sujets graves comme la dépression, le suicide, le cancer. Mais on s'attache vraiment. C'est très feel good. Non, mais justement, ces personnages-là, malgré tout, sont combatifs. Ils sont vraiment attachants. Certains sont vraiment très très drôles. Donc vraiment, si vous cherchez une série dramatique, mais avec des personnages que vous allez avoir envie de suivre sur plusieurs saisons, parce qu'il y a déjà 2 saisons, moi je vous recommande ça. Dans le genre grand classique, très 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 drôle, série culte sur la plateforme Canal+ Série, ils viennent de mettre en ligne l'intégrale de Absolutely Fabulous. C'est cette série britannique complètement déjantée avec 2 quarantenaires, cinquantenaires qui se prennent pour des petites jeunes de 20 ans dans le milieu de la mode, qui boivent, qui se droguent, qui sont complètement trash. Tout ça sous les yeux. Ça mériterait un avertissement parental comme série. À noter d'ailleurs pour ceux qui ont la Freebox Pop, l'accès à Canal+ Série est désormais inclus dans leur abonnement et c'est gratuit. Moi j'ai Canal+ Série gratuitement pour ceux qui ont la Freebox Pop. C'est juste une appli à activer et voilà, petit conseil pour ceux qui ont Free. Et une petite dernière, une série inédite qui sera en ligne gratuitement sur le site d'Arte à partir du 28 janvier et puis ensuite sur la chaîne Arte à partir du 4 janvier, c'est En Thérapie.
Série française réalisée par Toledano et Nakache, vous savez, les réalisateurs d'Intouchables, mais surtout, c'est écrit en fait par l'équipe d'Ainsi soit-il, la série d'Arte qui parlait des jeunes séminaristes. Et c'est en fait l'adaptation d'une série israélienne, Beatty Pool, qui en fait suit les sessions de psychanalyse d'un psychiatre avec ses différents patients. C'est en fait, vous avez un épisode par jour de la semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, etc. Et chaque lundi, c'est le même patient. Chaque mardi, c'est le même patient tous les mardis, etc. Le casting est formidable. C'est Frédéric Pierrot qui joue le psy. On l'avait vu dans Les Revenants. Il y a également Carole Bouquet, Pio Marmaille, Clémence Poésie. Et la particularité de cette adaptation française, c'est qu'elle se passe juste après les attentats du Bataclan. D'accord. Et on voit les conséquences sur différents personnages de ça. Il y a une médecin. C'est pas trop plombant ? Bah, pas du tout, un peu comme la série américaine dont je vous ai parlé, on s'attache à ces personnages, à leurs failles, c'est très très drôle par moments, le personnage de Pio Marmaille qui s'engueule avec sa femme tout le temps est vraiment à mourir de rire, mais derrière on a cette subtilité dans l'écriture, c'est un petit... Les séries françaises, elles commencent quand même à avoir des petites couleurs américaines et à prendre le pli, je trouve qu'on commence à ne pas avoir à rougir. C'est des adaptations, quoi. Il y a 10%, mais c'est vrai que dans les séries originales, il y a il y a des choses. Il y a la promesse. Il y a la promesse. Sébastien Marquet, la promesse. Il y a la promesse, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus d'adaptations. Et puis on va encore le voir sur TF1 avec l'adaptation de This Is Us. Vous en avez vu des extraits ou pas ? Oui, moi j'ai vu les premiers épisodes, Sébastien, je ne sais pas si tu les as vus. Alors moi j'ai vu les 2 premiers épisodes de Je te promets. Moi je pense que j'ai mon regard qui est biaisé sur cette série parce que je suis un très très grand fan de l'original This Is Us. Et donc du coup, je me reconnais pas trop dans la version française. Je pense que c'est surtout une série que les gens qui ne connaissent pas This Is Us peuvent et doivent découvrir. Oui, absolument. Je pense qu'il faut on verra. Vous avez aimé ? Alors, en effet, je suis comme Sébastien, j'adore l'original, donc c'est très étrange. En fait, ils ont complètement raté le meilleur personnage de l'original, mais ils ont amélioré l'un des personnages qui était un peu en dessous dans la version américaine. Donc finalement, on a une espèce de déséquilibre un peu étrange, donc on a envie de continuer pour l'un de ces personnages qui est vraiment mieux dans la version américaine. C'est le personnage qui est joué par Mary-Lou Berry, que moi je trouve vraiment supérieur à la version américaine. Et vous aviez quelques petites égratignures, quelques petits coups de gueule sur des séries ? Sur des séries OVNI. Moi je sais que vous n'avez pas aimé OVNI. OVNI, je m'en lasse très vite, je trouve rigolo la reconstitution années 70, le casting est drôle, mais ça va pas très loin en fait. On a compris le gag au bout de 5 minutes. C'est ça Vous n'avez pas regardé tous les épisodes. Alors, on en a parlé hier, Gilles, j'avoue tout à nouveau en direct sur Sud Radio. J'ai continué hier soir. Je reste sur le même avis. Ah, d'accord. Et vous m'avez dit une chose qui est intéressante. Alors, je ne sais pas si vous êtes de cet avis, Valérie et Sébastien. C'est, vous m'avez dit, si le premier ou le deuxième épisode n'est pas bon, de toute façon, il faut qu'il soit bon dès le premier et le deuxième épisode. Ça vous énerve quand on vous dit... J'ai mis 2 émissions pour rentrer dedans. Ou 3 saisons. Voilà. Des fois, on a l'impression que la première saison entière est une longue introduction pour présenter tous les personnages et que la situation de départ qu'on aurait eu dès le premier épisode dans les séries d'il y a 20 ans, les séries qui ne savaient pas s'ils auraient une saison complète, et ben là maintenant c'est tellement délayé que la première saison ressemble à une longue introduction. Vous partez vite, Valérie Oui. Je sais à peu près ce que je veux regarder, donc quand j'ai un doute comme sur Lupin, où j'ai abordé avec une très mauvaise idée préconçue et j'ai pas du tout accroché. Sébastien, vous moi, Lupin, on m'en a tellement parlé que j'avoue que du coup je l'ai pas regardé et j'y vais un peu reculons pour l'instant, ça me tente pas plus que ça. Voilà. Il faut dire 70 millions de vues sur Netflix. Est-ce que les gens expliquent, vous l'expliquerez mieux que moi, Romain, sur ce fameux chiffre de 70 millions ? Exactement. Netflix, c'est une manière très étrange de communiquer sur ces résultats. Déjà, ils communiquent quand ça les arrange, c'est pas du tout des chiffres complets et publics comme ça peut être pour les audiences de télé classique. Même les producteurs et réalisateurs de séries qui passent sur Netflix se plaignent car eux-mêmes n'ont pas les infos. Et en fait, ce que Netflix a mis en place depuis un peu plus d'1 an, c'est qu'en fait, ce que Netflix comptabilise comme vue, c'est à partir du moment où un abonnement a regardé plus de 2 minutes d'un épisode. Donc les 70 millions de vues de Lupin, c'est-à-dire qu'il y a 70 millions de comptes Netflix qui ont regardé au moins 2 minutes du premier épisode. C'est absolument pas dire qu'ils ont regardé le premier épisode en entier. Ça veut pas dire qu'ils ont regardé la première saison en entier. On ne sait pas combien il y a de personnes qui l'ont regardé à partir d'un abonnement. Est-ce qu'il y a uniquement le papa? Oui, mais c'est plus fort que les autres séries. Oui, de toute façon, puisqu'on compare à d'autres séries, puisque c'est le même principe que tout le monde. Non, c'est le même principe que les autres séries de Netflix. Oui, je vous parle de Netflix, mais quand Netflix dit... Donc la mesure est la même pour tout le monde. Oui, mais on ne sait pas s'ils sont... Oui, mais ça veut dire qu'Arsène Lupin est la série la plus vue de Netflix devant les séries américaines. Sur les 2 premières minutes. Ah oui, ça je suis d'accord. Mais ça ne veut rien dire. Les gens peuvent être curieux, dire tiens, c'est tel acteur, je regarde 2 minutes, puis au bout de 3 minutes, ils arrêtent. Mais on ne sait pas, Gilles, si This Is Us, qui passe sur Netflix d'ailleurs, est regardé plus longtemps. On ne sait pas s'ils ont regardé la saison en entier ou pas. Sébastien, vous avez des conseils pour nous ?
Écoutez, moi en termes de série actuellement, je suis sur les valeurs sûres. Je suis en train de finir Viking, dont les derniers épisodes ont été rendus dispo sur MyCanal. Vraiment, c'est une très grande série et qui est à la hauteur de son créateur, Michael Hurst. J'aime beaucoup aussi, je suis en train de découvrir sur Salto Les Aventures du jeune Voltaire, la série de France 2 qui sera bientôt diffusée. Elle est en avant-première et je trouve que c'est vraiment pas mal tourné. D'accord, donc ça c'est deux conseils. Alors vous évoquiez les séries israéliennes, je trouve que les Israéliens sont très très bons en fiction, on l'a vu avec un certain nombre de séries, rappelez-moi parce que j'ai trop de mémoire. Alors il y a déjà Unorthodox qui est sur Netflix, qui est très très bien, et moi je suis en train de regarder les Shtisel, la famille Shtisel. Alors c'est compliqué à trouver. C'est sur Amazon. Oui, c'est sur Amazon et c'est formidable, c'est une immersion dans une famille juive orthodoxe et c'est extrêmement subtil parce qu'à la fois on voit le poids des traditions, c'est une critique tout en creux et on est très attaché par les personnages. C'est aussi très très drôle, il y a un mélange de drame et d'humour, même si ça commence mal. C'est un peu la même formule dont je vous ai parlé pour Million Little Things. À la série américaine, on a ce qu'on appelle les dramédies aux États-Unis, mélange de drame et de comédie. Et la famille Shtisel, c'est une série qui a beaucoup marqué parce qu'elle date d'il y a 5-6 ans en Israël et tous les acteurs qui sont dedans ont depuis participé à d'autres séries, notamment l'héroïne de l'Orthodoxe a joué là-dedans quand elle était un peu plus jeune. Donc c'est une petite série, il n'y a pas un gros budget, c'est pas une série d'action, c'est pas comme Fauda. C'est extrêmement bien fait, c'est très bien écrit, c'est très bien dialogué, c'est vachement bien. Est-ce que vous avez vu Vanda? Alors moi, ma série actuellement, c'est VandaVision. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est la nouvelle série de Disney+, qui est construite comme un peu les anciennes séries, vous savez, d'I Love Lucy, les sitcoms de l'époque en noir et blanc. Donc au départ, ça démarre comme ça, mais mis au goût de l'époque, il y a un mélange de Ma sorcière bien-aimée, de toutes ces sitcoms-là où c'est plutôt agréable à regarder. Il faut quand même s'accrocher au début avec des rires. Je l'ai vu, comme l'explique très bien Gilles, en fait, c'est une série qui rend hommage aux séries, puisque au fur et à mesure, quand on avance dans les épisodes, on avance de décennie en décennie. Le 3e épisode se passe dans les 70, donc ça y est, c'est en couleur. Mais surtout, ce qu'il faut préciser, c'est que les 2 héros de la série sont des super-héros Marvel. C'est 2 membres des Avengers, donc Wanda et Vision. Wanda, elle a des pouvoirs plus ou moins magiques, et Vision, c'est un androïde. Ils sont en couple. On les a vus dans les gros cartons, les films avec Tony Stark, etc. Et là, en fait, ils ne savent pas eux-mêmes pourquoi ils se retrouvent dans cette espèce de réalité parallèle et ils vont plus ou moins commencer à comprendre la situation au fur et à mesure des épisodes. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité, le club de la presse média comme tous les vendredis. Et on continue à parler séries peut-être. Oui, avec une grande information, Valérie, qu'il y a eu cette semaine, c'est le retour de Sex and the City. Alors pas un vrai retour, je laisse aux spécialistes des séries, Romani Gita. Le problème de ce retour annoncé, c'est que le quatuor de comédiennes dont on se souvient de cette série des années 90, va devenir un trio, puisque l'une des 4 a tout simplement claqué la porte. Kim Cattrall, qui jouait Samantha, qui était la plus exubérante, la plus déjantée, la plus déjantée de la bande, comme elle ne s'entend absolument pas avec les 3 autres, elle m'a dit non, moi pas question que je retravaille avec elle. Donc voilà, ça sera un retour, mais un peu amputé. Et c'est déjà tourné ou pas? Non, ils viennent d'annoncer que ça va être lancé. Ils vont le tourner, je pense, dans les prochains mois. Est-ce qu'il y aura Mr. Big? A priori, je pense que oui, mais en tout cas, il y a les 3 autres comédiennes, ça c'est certain. Sébastien, ça va marcher quand même. Sébastien, je pense que c'est une très mauvaise nouvelle parce que je suis un très grand fan de l'original là aussi. Et puis alors Sex and the City sans Kim Cattrall. J'ai pas envie de voir ça. Il y aura peut-être une nouvelle comédienne, alors que je vous trouve très pessimiste. Il y aura peut-être une nouvelle comédienne plus exubérante qui va être embauchée, qui va arriver dans les épisodes. Moi, je fais confiance au créateur. La plupart du temps, les reboots sont pas bons. Oui, mais là, il y a les mêmes comédiens. C'est pas un reboot, ça. Non, c'est pas. Oui, c'est pas un reboot, pardon, c'est la suite. Mais remise au goût du jour. Vous êtes. Alors, vous aviez d'autres choses à nous dire, des coups de cœur? Alors moi, j'ai un coup de cœur, coup de gueule un peu rigolo. C'est grâce à un tweet, alors je vais citer l'auteur quand même de ce tweet, c'est Anaël, je vais aller, alors mardi prochain, c'est Gwen DLM sur Twitter qui m'a attiré. En fait,
mardi prochain, il y a un prendre à laisser, vous savez, le jeu des boîtes, le 26 janvier sur C8. Et le groupe Canal+, le 5 janvier, avait annoncé dans un communiqué qu'il y aurait 24 animateurs de la chaîne pour remplacer les candidats et qu'ils se lançaient dans les primes. Vous savez, les primes, logiquement des jeux, on remplace les candidats lambda par des stars. Et donc, il y a 24 animateurs. Bon, bah, apparemment, ils n'ont pas trouvé les 24 animateurs. Ils ont cherché dans le groupe Canal+, les gens ne voulaient pas. Et donc, ce que Gwen a tweeté, c'est a priori, ils n'ont pas trouvé 24 animateurs. Donc, ça sera des candidats comme d'hab. Alors, j'ai quand même pris la peine d'appeler le service de communication de C8 qui m'a dit oui, on cherche encore, c'est pas sûr, c'est pas officiel. Et puis, avec la Covid, c'est plus compliqué que... Bon, globalement, pour lire entre les lignes, je pense qu'il n'y a pas eu assez d'animateurs pour faire l'émission. Et je pense que ça va être un mélange entre les candidats et certains chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Sébastien, Parquet, vous avez des infos ? Non, pour le coup, je me suis pas plus intéressé que ça. Je vous comprends. Je vous comprends tout à fait. Excusez-moi, madame. Vous vouliez nous parler, peut-être, Sébastien, de cette polémique qu'on a évoquée cette semaine, un flic dans Les Princes de l'amour. Je dois vous dire que ça me passionne pas des masses, mais c'est quand même une histoire qui fait polémique, c'est-à-dire un policier qui s'est inscrit dans une série de télé-réalité. Il était en arrêt maladie, il s'affiche en uniforme, et évidemment, c'est pas terrible. Oui, il est allé se justifier dans Touche pas à mon poste il y a quelques jours, je crois que c'était avant-hier, et lui a indiqué qu'il ne se sentait pas forcément à l'aise dans son métier et qui était en arrêt maladie, donc au moment effectivement où il a tourné cette émission, ça pose question quand même. Ouais. Et ça pose question sur la production, parce que la production devait être au courant. C'est là aussi, lui, il a envie de faire de la télé, il a envie d'être... C'est aussi de sa responsabilité à lui en tant que candidat. Vous mettez pas n'importe qui à l'antenne. Si vous mettez un policier, vous vous renseignez auprès des gens, si vous pouvez le mettre et le diffuser. Ça s'appelle le droit à l'image et vous devez savoir s'il a la garantie de tout son droit à l'image. Ouais, Marie-Hélène nous dit scandaleux cette télé-poubelle, effectivement. Mais c'est vrai que c'est une émission média, donc on parle de tout le monde. Revenons peut-être sur les séries Romain Gita et les tournages impactés par le Covid. Il y aura moins de séries. Il y aura moins d'épisodes. Là, on sait que à Hollywood, en Californie, c'est un peu le pic de l'épidémie en ce moment. Les tournages de séries, les grandes séries des grandes chaînes, les séries comme NCIS, Good Doctor, Grey's Anatomy, tout avait repris un peu plus tard que d'habitude. D'habitude, ça reprend à peu près au mois d'août. Là, ça avait repris en octobre. Et bien là, depuis fin décembre, début janvier, à nouveau, ils sont tous à l'arrêt. Donc on sait qu'on aura moins d'épisodes quand ces séries-là reviendront à l'antenne sur les chaînes françaises, TF1, M6. Donc en gros, au lieu d'avoir une vingtaine d'épisodes, on en aura plutôt une douzaine, une dizaine. Alors on voit peu de séries récentes ou autres avec des gens qui ont des masques, qui sont masqués. Est-ce que ça va arriver ? Si, ça y est, c'est déjà le cas aux États-Unis. On n'a pas encore ces épisodes-là en France, le temps que ça arrive, que ce soit doublé, etc. Mais on peut les voir sur certaines plateformes françaises légales via iTunes, Google Play, dans Grey's Anatomy, dans Good Doctor, dans This Is Us. C'est dans un hôpital, c'est pour ça qu'ils ont le masque. Mais dans This Is Us, là, dans la nouvelle saison qu'on voit sur Canal+ série, ils ont les masques. Dans SWAT, vous savez, les séries policières avec Shemar Moore, l'ancien acteur d'Esprit criminel, ils commencent la saison avec à la fois les masques et l'actualité des violences policières. Donc si, les séries américaines réagissent à ça. C'est juste qu'on a un petit décalage dans la diffusion en France. Dans SWAT, ils font un épisode sur George Floyd, c'est ça ? Oui, ça commence avec une manif, puisque le personnage étant lui-même métis, il se pose des questions. Je suis flic et je suis métis, quelle est ma position par rapport à ça ? Donc si, les séries américaines l'ont toujours fait, c'est juste que nous, on a un décalage. On les voit mettre du gel Le gel, je suis pas sûr, mais on voit vraiment les masques, ça oui. C'est la fin de Peaky Blinders aussi. La fin, alors plus ou moins une fin. En effet, le producteur de la série a annoncé que la prochaine saison, la 6e, serait la dernière. Il a également annoncé qu'ensuite il y aurait un film et qu'ensuite il y aurait des séries dérivées. Donc c'est la fin sans être la fin. Sans être la fin. Il y aura toujours... Et là, il y a une série que vous attendez en particulier ou pas ? Une impatience ? Une série que j'attends en particulier... 1900 sur Canal+, qui arrive dans 15 jours. Paris Police 1900, c'est pas mal du tout. C'est un espèce de Brigade du Tigre, nouvelle version. Assez violent, assez sanglant, dans le contexte politique donc du début du siècle, avec notamment l'affaire Dreyfus et toutes les ligues antisémites qui ont vraiment existé à l'époque face aux anarchistes. Donc ça, il faut passer le premier épisode, comme on l'a dit tout à l'heure. Le premier épisode est un peu lent à démarrer, mais tout démarre à la fin du premier. Et puis, je suis obligé d'en parler aujourd'hui sur Amazon Prime, l'arrivée d'une nouvelle série Star Trek
Moi, je suis fan de Star Trek, mais là, en fait, c'est une série animée, donc c'est de l'animation, c'est de la comédie. Ça s'appelle Star Trek Lower Decks, et c'est un peu une auto-parodie de Star Trek, puisqu'au lieu de suivre les capitaines valeureux, on suit ceux qui sont vraiment au bas de l'échelle du vaisseau spatial. Sébastien Barquet, vous n'êtes pas fan de Star Trek? Je suis jamais tombé. Non, moi non plus, j'ai honte, je l'avoue. À chacun ses travers, hein. Il y en a qui aiment l'Eurovision. Hein. Oui, absolument. C'est parce qu'il a envie de parler de l'émission de sélection. Allez-y, dites-nous, c'est vrai que vous êtes monsieur Eurovision, hein. Vous connaissez parfaitement toutes les coulisses. On en est où alors le suspense est insoutenable. Je sais que Valérie, vous avez du mal à résister à ce suspense, mais en tout cas, les Français vont choisir leur représentant samedi 30 janvier sur France 2. Il y a 12 candidats. Pas ce samedi-là, mais et il y a vraiment un candidat qui vous plaît? Il y a 2-3 chansons qui pourraient tirer leur épingle du jeu à Rotterdam, et je trouve qu'en tout cas, il y a une artiste qui effectivement va faire parler d'elle. Je pense que ce sera Barbara Pravi. Oui, j'ai vu. Moi, je trouve que c'est un côté quand même très désuet dans tout ce qu'on a pu voir. Je sais pas si. Alors, déjà, elle l'assume, hein, ce classicisme, clairement, mais aussi, il ne faut pas oublier que ce sont les Européens qui vont voter ensuite pour désigner le vainqueur de l'Eurovision, et les Européens adorent ce côté très franchouillard, très authentique. Edith Piaf. Elle a un côté Edith Piaf avec sa robe noire. Bon, on verra. Donc votre pronostic, c'est ça, c'est Barbara Pravi. C'est ça? Peut-être. Peut-être. Nos auditeurs sont aussi très au courant. Et Xavier me dit, à 18h30 sur France 3, ce seraient les décrochages régionaux contre l'avis des journalistes, d'où le mouvement de grève actuel. Absolument, donc, il y a un mouvement de grève, et donc oui, c'est bien 18h30. Et pourquoi ils font grève? Ils ne veulent pas travailler? Oh là là, je n'ai pas travaillé sur le dossier, c'est là que je vois que je suis un grand journaliste média. Voilà, absolument. Merci Valérie de m'avoir affiché. La une de Télé Loisirs, c'est quoi, Sébastien Barquet? La semaine prochaine, ce sera Vianney pour The Voice. Vianney pour The Voice, et oui, c'est le retour de The Voice. On aura Marc Lavoine, nous. Et on aura Amel Bent. Et on aura Amel Bent lundi, absolument, pour une fiction. Absolument. Merci à tous les trois. Dans un instant, les livres avec Gérard Collard.